Alors, bonsoir. Ça fait plaisir de vous accueillir. Je suis contente que vous soyez là pour cette autre conférence. Ce soir, la conférence a pour titre Reprendre le contrôle de notre vie. On peut se demander pourquoi on se met à la recherche de moyens pour améliorer notre qualité de vie. Parce que très souvent, c'est pas pour rien que on est dans la quête de chercher des moyens pour avoir une vie meilleure, se sentir plus heureux, parce que on expérimente souvent de la souffrance, de la douleur à l'intérieur de soi. Et aussi, ça peut être des choses qui sont dues soit à des échecs ou des mauvaises notes à l'école ou un mauvais rapport de directeur, de notre patron ou de collègues. Toutes sortes de situations qui peuvent se présenter qui font que il y a des choses qui sont pas sous notre contrôle puis que ça vient nous perturber. Parfois aussi, ça peut être des problèmes financiers. Hein. On peut avoir des dettes et puis on n'arrive pas à rejoindre les deux bouts, à se sortir de cette impasse, d'arriver à plus avoir de dettes. Ou bien aussi, il peut y avoir des situations où on est humilié, rejeté, abandonné. Il y a toutes sortes de situations qui nous sont arrivées dans la vie qui font en sorte que on sent qu'on n'a pas toujours le contrôle. Il n'arrive pas ce qu'on veut. Il y a plein de choses qui se passent, puis c'est pas à mon goût, ça fait pas mon affaire. Je me laisse perturber, ça me dérange. Et tout ça, ben, fait en sorte que ça apporte en soi des expériences amères, puis on n'a plus trop le goût, on n'a plus la joie de vivre, on n'a plus de bonheur intérieur. Alors, comment on va réussir à s'organiser pour que ça marche mieux dans notre vie, que ça fonctionne mieux, qu'il nous arrive de plus belles choses, qu'on soit plus stable à l'intérieur? C'est ce qu'on va essayer. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un contrôle là-dessus? Est-ce qu'on a un contrôle sur notre vie? Alors, c'est ce qu'on va explorer ce soir. Puis, des fois, on a besoin d'épreuves qui nous arrivent comme ça dans la vie pour pouvoir retourner à l'intérieur de soi pour s'interroger s'il n'y aurait pas quelque chose, il n'y aurait pas un moyen que ça soit plus facile, que ça soit moins dur la vie, qu'on souffre moins, qu'on soit moins perturbé. C'est bien des fois que les épreuves arrivent pour faire cette rétrospective à l'intérieur de soi, pour nous permettre de réaliser, ben oui, il y a des choses qui sont à mon pouvoir. Puis il y a beaucoup plus de choses qu'on pense. Il y a beaucoup plus de zones sur lesquelles je peux aller travailler pour m'amener une meilleure qualité de vie. On sait il y a beaucoup de gens qui pensent que leur vie, c'est hors de leur contrôle. Ah, les choses nous arrivent, puis ça nous vient de l'extérieur, puis ça, on peut pas contrôler ça, et on est obligé de subir ça. C'est vrai, les situations extérieures, ils sont pas sous notre contrôle. Il y a une chose, par contre, qui est sous notre contrôle. Puis, si on le regarde en détail, on va voir ce soir plein de moyens, d'outils pour améliorer cette qualité de vie-là et qui sont pleinement sous notre contrôle. Mais on se donne pas ce pouvoir-là. Fait que c'est à nous de prendre ces moyens-là et de les appliquer dans notre vie. Si vous les entendez, faites juste vous gaver d'informations, mais que vous ne mettez pas en pratique, ben c'est sûr que ça n'améliore pas la qualité de vie. Il faut commencer par regarder à l'intérieur de soi et on va commencer par regarder des fausses croyances. Est-ce qu'on a des fausses croyances? Je vais vous partager mon écran. Commencer par se libérer de nos fausses croyances. La première fausse croyance que souvent les gens ont, c'est de penser que nous devons changer des choses à l'extérieur pour reprendre le contrôle de notre vie. C'est tout à fait faux, parce que souvent les gens, parce qu'ils ont cette croyance-là, ils vont penser ben, qu'il faut qu'ils changent de conjoint parce qu'ils ne sont pas heureux avec lui ou de conjointe, hein? Ou bien qu'il faut qu'ils changent de milieu de travail, ça ne leur convient pas, ils ne sont pas heureux avec les collègues, avec le patron, ils ne sont pas satisfaits.
ou même le type de travail qu'ils font. Peut-être que l'équipe, ça va, mais ils ne sentent pas qu'ils se réalisent dans leur travail. Alors, ils se disent, bon, pour que je sois plus heureuse, il faudrait que je fasse des choses que j'aime, alors il faudrait que je change les choses à l'extérieur. Il y en a même des fois qui vont penser qu'il faut qu'ils changent de pays, ou même qu'ils changent de famille. Mais ça, on ne peut pas les changer, notre famille. Il y a plein de réflexes comme ça où les gens essaient de déménager, changer de voisin, changer de quartier, changer de ville. Ouais, ils essaient de changer des choses, mais à l'extérieur. Alors qu'en réalité, on aura beau aller ailleurs, ça va se reproduire encore. C'est toujours la même chose qui va arriver. C'est de réaliser qu'en fait, c'est de changer les choses à l'intérieur de nous qui va faire que oui, on va pouvoir retrouver le contrôle de notre vie. C'est notre perception qui est erronée. Il y avait une histoire comme ça. C'est un monsieur qui se berçait sur ses galeries et puis il arrive une voiture. C'était quelqu'un qui se cherchait un endroit où aller habiter avec sa famille. Il arrivait d'une région éloignée puis il voulait aller s'installer dans une ville. Puis il aperçoit ce monsieur-là sur la galerie et il va le voir et lui demande comment sont les gens ici dans la ville? Et tout de suite, le monsieur sage lui répond, ben, dis-moi au départ, comment ils sont les gens dans ta ville d'où tu pars? Et tout de suite, il dit, ah, les gens sont tellement méchants, ils sont constamment en train de se juger, de se critiquer, de se blâmer, de se chicaner avec les autres. Je suis tannée, je veux partir de là. C'est pour ça que je me cherche un nouvel endroit. Ah, ben, il dit, c'est bien de valeur, tu vas retrouver la même chose ici. C'est comme ça ici aussi. Fait qu'il dit, OK, je vais continuer mon chemin. Il arrive à une autre voiture où, justement, lui aussi, il va le demander au vieux monsieur, comment ils sont les gens ici? Parce qu'il cherchait lui aussi un endroit où s'installer. Et il lui repose la même question, comment ils sont les gens chez vous? Et il dit, les gens chez nous sont, je suis tellement malheureux de partir de là parce que je trouve pas d'emploi, alors il faut vraiment, par rapport à ma spécialité, par rapport à mon travail, il n'y a plus de possibilité de trouver de l'emploi dans cette spécialité-là. Il faut que je me trouve une autre ville. Et je suis tellement malheureux de partir parce que j'ai tellement des bons amis, j'ai tellement des bons voisins, tout le monde se respecte, tout le monde se salue, tout le monde est heureux de se rencontrer et ça me fait de la peine de les quitter. Ah ben, il dit, tu vas retrouver tellement du beau monde ici, tout le monde est généreux, tout le monde est bienveillant. Alors, voyez-vous, la morale de cette histoire, c'est on retrouve ailleurs nos propres croyances, nos propres perceptions du monde extérieur. Si le monde extérieur est méchant et pas correct avec moi, qu'importe où j'irai, je les percevrai tout le temps comme ça parce que c'est ma position mentale intérieure. C'est pour ça que il faut commencer par regarder à l'intérieur de soi. Comment je me situe? Une autre fausse croyance, c'est beaucoup de gens pensent qu'ils vont être heureux seulement quand tous les gens pour lesquels ils ont beaucoup d'attachement, qui pensent que c'est de l'amour, mais en fait c'est de l'attachement parce que ça les perturbe, qui vont être heureux seulement quand les personnes qui lui sont chères sont également heureuses. Donc, ma fille ira bien, elle sera en santé, elle aura trouvé un emploi, puis elle aura plus de soucis d'argent. Là, maintenant, après ça, je vais être heureux. Hein, c'est de penser que je vais être heureux à partir du moment où les autres autour de moi que j'aime sont heureux. Ça, c'est une fausse croyance. Hein. Si nous-mêmes, nous sommes ébranlés par ce qui arrive à nos proches, nous leur prouvons qu'effectivement, ils ont raison d'être ébranlés. Parce que moi aussi, je suis ébranlée par ce qui leur arrive. Ainsi, ils ne peuvent pas trouver en nous une source de stabilité ou de pouvoir. Ils ne peuvent pas venir compter sur nous parce que nous-mêmes, on est perturbés. On doit rester stable, qu'importe ce qui leur arrive. Ainsi, ils vont pouvoir compter sur nous. Nous leur apprenons ainsi à rester détachés de leur situation. Comme ça, on les amène à orienter leur esprit vers la solution. Cesser de focaliser leur attention sur leurs problèmes, ce qui leur arrive. C'est de toujours tourner notre esprit vers la solution.
faut se libérer de cette croyance-là, que je vais être bien, j'aurai plus de soucis dans la vie quand mes proches seront heureux. Il y aura toujours quelque chose qui va arriver. Une autre fausse croyance, c'est à cause de lui ou bien c'est à cause d'elle que je me sens en colère aujourd'hui. Hein? Tous les états d'âme qu'on ressent, on les attribue aux autres. C'est à cause de l'autre personne. Parce qu'elle m'a dit ci, elle m'a fait ça. C'est vrai que c'est ça qui a pesé sur le bouton intérieur de ma faiblesse, de ma blessure intérieure. Mais c'est moi qui ai cette blessure-là. Si j'avais complètement confiance en moi, puis d'estime de soi, puis de respect de soi, je ne me serais même pas arrêté à ce que l'autre personne a dit. C'est de accuser les autres d'être responsables de ce qu'on ressent. Personne n'est responsable de comment je me sens aujourd'hui. Parce que c'est moi qui est le créateur de mes pensées. C'est pas les autres. C'est moi qui crée mes propres pensées. Puis ce sont ces pensées-là qui me mettent dans cet état-là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est à cause de mes propres pensées que je ressens ces sentiments-là. Fait qu'on va voir aujourd'hui comment justement se débarrasser des mauvaises pensées. Parce qu'elles vont émerger quand même sur l'écran de notre esprit. Les autres sont tout simplement des instruments qui sont placés sur notre chemin pour nous guérir de ces blessures intérieures, pour que ça réémerge, qu'on puisse s'en débarrasser. Est-ce que vous choisissez de reprendre le contrôle de votre vie? C'est possible de choisir de reprendre le contrôle de ma vie. Ça m'appartient, ça. C'est moi qui en a la possibilité. C'est en mon pouvoir. Il faut commencer par se donner pour objectif de reprendre le plein contrôle de ma vie. Est-ce que si vous vous êtes inscrit à cette conférence, c'est parce que ça vous parlait de vouloir reprendre le contrôle de votre vie? Vous deviez avoir au moins cet intérêt-là, cette motivation-là. Alors, il faut se donner l'objectif. Oui, je veux reprendre le contrôle de ma vie. Je ne veux plus me laisser balloter pour tout ce qui arrive. Je me donne comme objectif de reprendre à ce moment-là. Pour reprendre le contrôle de ma vie, il faut que je reprenne le contrôle de moi-même. C'est-à-dire de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Il faut que je contrôle ça, ce qui reste, comment je me sens à l'intérieur. Et comment on va réussir à contrôler ce qu'on ressent à l'intérieur? Parce que ce qu'on ressent, c'est un sentiment qui est la conséquence de ce que je mets sur l'écran de mon esprit. Alors, si je veux reprendre le contrôle de ma vie, il faut que je reprenne le contrôle de mes pensées. Parce que c'est ça qui déclenche le sentiment. Je dirais, c'est ça qui fait que je ressens ce sentiment. Le sentiment, la pensée a été déclenchée par le monde extérieur, par les situations, par une personne, ou par ce qui est arrivé, ou une mauvaise nouvelle, ou des choses comme ça déclenche un sentiment en moi. Ça, c'est le déclencheur. Mais après ça, c'est moi, après ça, qui ai le contrôle de ce qui reste. De qu'est-ce que je veux. Si j'ai trop d'attachement à mon corps, je vais avoir de la peur de mourir. Puis à ce moment-là, oui, je vais avoir du stress, puis je vais avoir des peurs si on m'annonce que j'ai une maladie. Ce que je ressens à l'intérieur, ça dépend de toute la façon dont je me perçois ou je perçois les situations. Quelle pensée qui va naître face à la situation. L'attitude de l'âme qui est en plein contrôle de sa vie, comment elle va se comporter? Il faut qu'elle soit en plein contrôle de soi, ce qui fait qu'on contrôle la vie. Vous avez eu dans le premier cours de méditation Raja Yoga, le premier cours où on vous apprend à méditer, on vous a montré que les pensées deviennent des paroles, les paroles deviennent les actions deviennent nos habitudes, les habitudes deviennent notre personnalité et notre personnalité détermine notre destin, notre destinée.
C'est la vie, ça. Les situations de la vie, c'est notre destinée. Mais tout a pour origine la pensée. Et avant la pensée, c'est les perceptions. L'attitude de l'âme en plein contrôle de soi, il faut tout de suite qu'elle se positionne pour prendre comme attitude intérieure. Je ne me laisse pas perturber par le comportement et la personnalité des autres. Je ne me laisse pas perturber par le comportement et la personnalité des autres. Il faut avoir ça ferme dans notre intention. Je choisis de ne pas me laisser perturber. C'est vous qui avez ce pouvoir-là. Mon comportement avec les autres doit être basé sur ma personnalité, non sur l'attitude des autres. Hein? Si moi, j'ai l'habitude d'être une personne douce et respectueuse, puis qu'à un moment donné, je tombe avec quelqu'un qui est bien bête, qui n'est pas de bonne humeur un matin, puis je lui demande une question, un collègue de travail, je lui pose une question, puis il me répond bien bête. Est-ce que moi, je dois modifier ma personnalité, qui est quelqu'un qui est respectueux, puis qui est bienveillant, puis qui est doux, je me mets à répondre bête à l'autre parce qu'il m'a parlé bête? À ce moment-là, mon comportement devient basé sur l'attitude de l'autre et non pas sur ma personnalité habituelle. Hein? Il faut rester fidèle à nos qualités originelles. On sait être gentil, doux et respectueux avec des gens qui sont gentils et doux avec nous. C'est tout à fait facile, mais il faut rester alerte pour continuer de rester dans notre personnalité, même avec les autres qui sont pas doux et gentils et respectueux. Il faut que je reste fidèle à moi-même sans me laisser influencer par l'attitude de l'autre. C'est pour ça qu'on dit pas se laisser perturber par le comportement et la personnalité des autres. Je dois pas me mettre à prendre les défauts des autres, leurs faiblesses. Si lui se laisse perturber parce qu'il n'est pas de bonne humeur encore, il n'a pas encore eu son café, là. Ben non, il est arrivé plein de pépins avant d'arriver au bureau, puis qu'il arrive bien de mauvaise humeur, puis bien choqué. Bien, c'est son choix. C'est pas obligé d'être le mien. Je suis pas obligée de me laisser perturber par l'autre qui est perturbé. C'est un choix que je fais. Alors, mon comportement avec les autres doit être basé sur ma personnalité. Qu'est-ce que je veux être? Hein, quelqu'un se met en colère avec moi, très souvent on entend l'autre qui se met à répondre sur le même ton puis qui gueule après aussi. C'est souvent, on se laisse influencer par la personnalité de l'autre, puis c'est l'autre qui, à ce moment-là, a réussi à nous entraîner dans sa négativité, dans sa colère. Je comprends la loi du karma. On récolte ce que l'on sème. C'est très bien que si on sème des carottes, on va récolter des carottes. Si on sème des choux, on va récolter des choux. Si on sème des attitudes de colère, d'irrespect, de mauvais sentiments, d'attitudes désagréables, ben, on va risquer de récolter ça des autres parce que les autres, ils vont se laisser influencer par notre propre attitude aussi. C'est leur choix aussi. Ils pourraient rester en contrôle. Il y a certaines personnes qui arrivent bien à se contrôler. Mais ce qu'on observe la plupart du temps, c'est que tout le monde se laisse perturber. C'est à moi de choisir maintenant d'être le modèle, de rester stable. La façon dont je pense et réponds aux situations, c'est pour m'apporter du bénéfice à moi-même. Parce que c'est moi, personnellement, qui va en expérimenter le retour. Fait que c'est moi qui dois choisir de rester stable, bienveillant, attentif, respectueux, alerte surtout, alerte. Et une belle attitude, c'est apprendre à pardonner aux autres. Très souvent, il y a bien des choses qui se sont passées dans le passé. Et puis, on nourrit un mauvais sentiment envers une personne, puis quand on la voit, c'est cette pensée-là qui arrive. Alors, il faut se mettre
remplacer ce mauvais sentiment-là. Si on le garde, notre attitude envers la personne, on va continuer à lui voir plein de défauts, plein de mauvaises intentions. Puis on va avoir une mauvaise perception de la personne. Mais qui en ressent le mauvais sentiment après? C'est moi. Fait qu'il faut que j'apprenne à pardonner, à laisser les choses du passé. Oui, on a eu des blessures émotionnelles qui ont été causées par l'entourage, des blessures que l'on ressasse et qui nous font souffrir encore et encore. C'est à moi aujourd'hui de choisir, est-ce que je veux continuer à souffrir encore et encore? Si je veux bien m'apporter du bénéfice, que je veux reprendre le contrôle de ma vie, il va falloir que j'apprenne à pardonner, à passer par-dessus, à passer l'éponge. Faut que je me libère de ce fardeau du passé douloureux en choisissant de pardonner. C'est ouvre ton cœur au pardon. Si on garde ce fardeau-là, c'est lourd sur les épaules des fardeaux. Ça nous rend pas heureux, cette blessure-là qu'on ressasse et qui nous font souffrir encore et encore. Quand on y repense, ça nous fait encore un mauvais sentiment à l'intérieur, puis on se sent pas heureux quand on ressent ça. Alors libérons-nous-en. C'est un choix qu'on peut faire. Je passe par-dessus, je mets fin à ça. Et on va apprendre aujourd'hui, quand on a justement un mauvais sentiment, là, puis qu'on a le choix, là, on choisit maintenant de pardonner, je vais vous donner un outil pour qu'il n'y ait plus ce mauvais sentiment-là. Une autre attitude pour reprendre le plein contrôle de soi, c'est d'essayer de contrôler les autres et de penser que s'ils changent, je serai satisfait. Si on part avec cette idée, tant que les autres changent, qu'ils soient gentils, qu'ils soient toujours de bonne humeur, qu'ils fassent toujours ce que je leur demande au moment où je le veux. Hein, des fois, les enfants, on leur demande de faire quelque chose, puis ça prend des journées, des fois, à faire leur ménage de leur chambre ou de collaborer. Tu sais, on demande à l'autre de nous aider, puis non, ça ne tombe pas, il ne fait pas. Si on essaie de les contrôler et de penser que si je change là, je vais être satisfait, à ce moment-là, je suis sous le contrôle des autres. C'est pas moi qui ai le contrôle. Mon esprit est devenu sous le contrôle des autres. Le seul endroit où je peux exercer un vrai contrôle qui me garantit un résultat rapide et stable, que oui, ça, j'ai le contrôle, c'est sur mon propre esprit. Pas sur l'attitude et les comportements et les pensées des autres. C'est vraiment sur mon propre esprit que j'ai le seul contrôle. Je peux pas du tout contrôler ce que l'autre pense. Puis ce qu'elle pense, ben, ça va devenir son attitude, puis ça va devenir ses paroles, puis son comportement. Mais en Raja Yoga, on apprend à redevenir souverain de soi, maître de mon propre esprit. C'est à moi essayer de contrôler mes propres esprits et pas penser que je vais être satisfait juste quand les autres vont avoir changé. Non, pour pouvoir vraiment retrouver le contrôle de ma vie, il faut que moi, je me mette à l'endroit où j'ai du pouvoir. Et c'est sur le soi que j'ai du pouvoir et non sur les autres. Je ne permets ni aux situations de l'extérieur, ni aux pensées de mon propre esprit de me troubler, de me perturber, de m'effrayer. Il y en a des fois qui vont se créer des scénarios, là, qui vont se mettre à avoir peur, vont se faire de l'anxiété avec ça. Ça, c'est un choix qu'on fait. Si je décide que je permets ni aux situations de l'extérieur, ni aux pensées de mon propre esprit de me perturber, j'ai ce pouvoir-là. C'est un contrôle que j'ai sur moi-même. Je suis en mesure de faire face à toutes les situations. Pourquoi? Il faut commencer par s'identifier qu'on est puissant. Alors, dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, redonnez-vous votre pouvoir. Créez le mantra dans votre esprit. Je suis une âme puissante. Je suis une âme puissante. Tant que vous n'avez pas senti le pouvoir émerger en vous.
Il faut s'identifier. Je suis une âme puissante. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir redevenir stable à l'intérieur, que vous avez un plein contrôle sur le soi. Il faut se donner du pouvoir. Si on se dit, ah, c'est difficile, hein, c'est, oh mon Dieu, j'arriverai jamais à y pardonner, tu viens de t'enlever ton pouvoir. Si tu dis, j'y arriverai jamais à y pardonner, à passer par-dessus, tu te donnes aucun pouvoir à ce moment-là. Il faut choisir. Je suis une âme puissante. Je me libère de ce fardeau du passé. Je choisis de rester stable et de garder la paix dans mon esprit. Fait qu'il faut pas permettre aux situations de l'extérieur, ni à notre propre esprit qui, lui, crée des pensées. Dès qu'on voit ces pensées-là émerger sur l'écran de notre esprit, qui viennent de nos anciennes habitudes, hein, qui viennent de notre subconscient, à ce moment-là, il s'agit de en prendre conscience et de se redonner notre pouvoir. Je suis une âme puissante. J'arrête de nourrir ce mauvais sentiment-là. Détaché de la situation, n'étant affecté par aucune situation, je reste stable, toujours chaleureux et souriant ou souriante. On peut se répéter cette phrase-là quand à un moment donné arrive une situation. Je me détache de cette situation. Je ne suis pas affectée par aucune situation. Je choisis de rester stable, chaleureuse et souriante. Je me détache de cette situation. Je ne suis pas affectée par cette situation. Je reste stable, chaleureuse, hein, avec un beau sourire et souriant. Quand on se met à froncer les sourcils puis à regarder l'autre avec un air bête, même si on dit rien, tout est dévoilé de notre attitude intérieure, puis de notre jugement, puis de notre perception de l'autre. Hein? Il s'agit de garder notre cœur paisible, heureux. Pour ça, il faut vraiment se détacher de la situation. C'est un choix. Et à ce moment-là, mon visage révèle le contentement. Et ça se dégage dans ma vibration. Des fois, il y en a qui vont avoir un sourire sur le visage, mais on sent que c'est un faux sourire. C'est un sourire sarcastique, là. Et ça, c'est encore plus choquant, parce que l'âme est en plein contrôle de ses pensées, mais avec un mauvais sentiment à l'intérieur. On voit qu'elle nourrit un jugement négatif envers l'autre personne. Et à ce moment-là, c'est pas un bon contentement. C'est un contentement déguisé qui montre qu'on est supérieur à l'autre. C'est de l'arrogance pure et simple. C'est carrément de l'ego. Il s'agit de avoir vraiment un cœur sincère, d'envoyer des bons souhaits, garder un bon sentiment vers l'autre, malgré son attitude. Ça va pas aujourd'hui, ça va passer. Et envoyer des bons souhaits. Pas le prendre personnellement. Mes yeux et mes traits n'exprimeront jamais d'insatisfaction. Garder le contentement. C'est mon but, rester heureux. C'est comme ça que je reprends le contrôle de ma vie. Une vie heureuse, une vie stable, avec un bel équilibre intérieur, chaleureux, rester souriant, dans le contentement. Peu importe l'attitude des autres et indépendamment des circonstances, j'ai de la considération et du respect, même pour ceux qui m'insultent ou me diffament. Wow! Il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas facile, hein? Mais en Raja Yoga, on nous apprend à aller jusque-là, d'avoir une attitude bienveillante, qu'importe les circonstances, de considérer que la personne est sous le fait d'un mauvais esprit, hein. Je considère que la personne qui m'insulte est sous l'influence du mauvais esprit de la colère. C'est pas sa nature. Elle n'est pas toujours comme ça, la personne. Mais aujourd'hui, elle est comme ça.
Ou peut-être qu'elle est toujours comme ça envers moi, mais elle n'est pas tout le temps comme ça avec quelqu'un qu'elle aime, avec qui elle s'entend bien. Fait que c'est pas la vraie nature de l'être, d'être méchant, d'être malveillant. Non. La vraie nature de l'être, c'est d'être un être de paix et d'amour. Alors moi, je considère que la personne qui va m'insulter, qui file pas, qui n'est pas de bonne humeur aujourd'hui, ben, elle est sous le mauvais esprit de la colère. Elle s'est laissée perturber par quelque chose. Ça fait pas son affaire, elle me répond bête. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Je l'apaise avec l'eau fraîche de la miséricorde. Hein? C'est comme on était un feu ardent avec de l'eau. Alors, c'est à nous d'éteindre le feu de la colère avec l'eau de la miséricorde. Avoir de la miséricorde pour cet âme. Passer par-dessus. La miséricorde, c'est un peu comme pardonner sans se laisser affecter. J'ai de la miséricorde pour cette pauvre personne. Elle s'est laissée perturber par ça. Elle s'est laissée déranger. Des fois, on peut donner un avertissement à quelqu'un, puis la personne ne le prend pas du tout. Ça l'a choqué. C'est l'ego qui a été choqué. Ben là, ça y appartient. Il y avait une personne qui ne pouvait pas rien mentionner, si ce n'est que des peccadilles, là, tu sais. Il faudrait mettre ça à telle place plutôt que telle autre place. Tout de suite, elle a été perturbée. On voit que c'est des blessures qui viennent de l'enfance, hein. Peut-être que le parent était toujours insatisfait de ce que l'enfant faisait, toujours critiqué. Fait que dès qu'on pouvait mentionner une information de faire ça comme ça plutôt que comme ça, c'était comme un reproche pour elle. Tout de suite, elle était perturbée. Alors ça y appartient. Puis c'est à nous d'avoir de la miséricorde pour la personne. Plus on va continuer d'être bienveillant envers cette personne-là, d'être gentil, puis d'être respectueux, plus elle va s'apercevoir qu'il y a toujours présence d'amour pour elle, pour cette personne. Ça va redonner de la confiance. Il y a beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, là, qui sont mal partis dans la vie, là. Tu sais, ils ont vécu des choses difficiles dans leur enfance. Ils ont eu parfois des parents très contrôlants, très exigeants, qui s'étaient jamais à la perfection pour eux. Il fallait toujours avoir plus, hein. Comme il y avait quelqu'un qui racontait quand il arrivait avec une note de 98%, le papa, il disait, ben, pourquoi t'as pas eu ça? Bon, ben, à ce moment-là, c'est difficile de développer de la satisfaction quand tu as constamment un reproche que c'est jamais à la perfection comme l'autre voudrait, là. Fait que ça rend les gens très sensibles à toutes sortes de remarques, toutes sortes d'informations qui seraient normalement considérées normales, mais pas pour cette personne-là. Fait qu'on sait jamais le vécu des gens. Fait que la personne qui m'insulte, faut considérer que c'est pas sa nature, qu'elle est sous une influence peut-être d'une mauvaise expérience dans le passé. Alors, moi, j'envoie des bons souhaits de la miséricorde. Je n'ai jamais peur et ne demande jamais comment de telles choses peuvent se produire. Dire, ah mon Dieu, je peux pas croire qu'il agit encore comme ça. Je peux pas croire qu'avec tant d'années de cheminement personnel, de cheminement spirituel, ils sont encore en train de se laisser déranger par ça. Ça, c'est des jugements. Hein? Fait que je demande pas comment ça que telle chose arrive et tout ça. Il faut que je contrôle, moi, me surveille moi-même. J'arrête de regarder les autres. J'arrête de juger les autres, de critiquer les autres, de blâmer les autres. Je m'occupe de moi. Je maîtrise mes propres pensées. Je nourris pas des pensées négatives qui pourraient affecter mon humeur. Parce que tout de suite, ça vient m'affecter moi. C'est mon karma à moi là, que je suis en train de me créer en jugeant l'autre personne. Comment on va rester en plein contrôle de soi maintenant? On va avoir trois étapes. La première chose, il faut se détacher de la situation. Il faut tout de suite, dès qu'on voit qu'on est pour être perturbé, dès qu'on voit qu'on a un petit moment d'instabilité à l'intérieur, que
plus présence de ce bonheur, de ce bien-être ou de cette joie de vivre, tout ça, je me détache de la situation. Et là, ça nous permet de prendre du recul et d'observer la scène. Qu'est-ce qui se passe? Je me détache de la situation. Fait qu'il faut, à ce moment-là, l'examiner de façon objective et avec humilité. Pas en réaction avec l'ego, avec le mental. On va voir profondément à l'intérieur de soi et ainsi on accède à une meilleure interprétation des événements. Parce qu'on est souvent vite porté à accuser l'autre. Oui, mais pourquoi l'autre a réagi si promptement? Ben, la façon dont moi je l'ai dit, il y avait un ton de reproche dedans. Et j'ai piqué son ego. Parce que j'étais en train d'avoir une pensée négative envers l'autre, puis c'est ce qu'il a perçu. L'ego ne l'a pas pris. Parce que mon attitude, il y avait une teinte de négativité. Peut-être pas forte, peut-être seulement 5%. Mais ça suffit juste d'une petite affaire de 5% pour déclencher l'ego de l'autre. Ma pensée n'était pas complètement pure. Mais si je le fais avec une attitude complètement pure, objective et pleine d'humilité, ça ne déclenchera pas la réaction de l'autre. L'autre va le prendre, va sentir la bienveillance et l'amour dans notre attitude. Mais si on donne un avertissement à quelqu'un parce qu'on est tanné que ça se passe comme ça, on est dans une attitude négative à ce moment-là. On ne pourra pas avoir un résultat positif parce qu'on est en train de semer quelque chose de négatif. Fait que c'est sûr que l'autre ne le recevra pas bien. On récolte ce que l'on sème. Si je dis quelque chose de bien à l'autre personne qu'il faudrait qu'elle fasse pour son propre bénéfice, mais je le dis avec une perception négative que j'ai de l'autre, qu'il faudrait qu'elle corrige, je suis plus dans une attitude aimante. Ben, automatiquement, je n'aurai pas sa coopération. Je vais tout simplement avoir sa réaction. Pas choqué, pas content. Parce que je l'ai fait, je l'ai dit au moment où j'étais tannée que ça se passe comme ça. Au moment où c'est sur le champ. On est bien mieux d'attendre, travailler sur notre sentiment. Et là, après ça, une fois que j'aurai envoyé des bons souhaits puis que je serai stabilisée dans mon cœur envers l'autre personne, ma perception sera rendue plus axée sur ses qualités, non plus sur les défauts. Ben, à ce moment-là, oui, je serai en mesure de donner mon avertissement, mon conseil ou ma correction. Alors, il faut le faire de façon objective et avec beaucoup d'humilité. La deuxième chose qu'on fait, comme je vous ai dit tantôt, faites ressurgir l'amour qui est en vous. Parce que s'il y a encore un petit sentiment d'irritabilité, là, ben, ça va déclencher quelque chose de négatif parce qu'on sème quelque chose de négatif. On fait ressurgir l'amour qui est en nous. Plus vous êtes naturellement empli d'amour, plus vous avez de l'amour pour les autres, plus il y a du pouvoir dans cet amour. Ça va être puissance qu'on va avoir à faire comme geste qui va donner un beau résultat parce qu'il est empli d'amour. Semez quelque chose de positif et vous allez récolter quelque chose de positif. Il faut toujours avoir ça dans l'idée. La loi du karma, c'est l'action que l'on accomplit, on en reçoit le retour. Il faut regarder mon intention intérieure est positive. Oui, je vais améliorer le comportement de quelqu'un. Mais ma perception de la personne est-elle positive? L'intention est bonne, mais est-ce que ma perception de la personne est positive? Plus vous êtes naturellement plein d'amour, plus vous avez de l'amour pour les autres, plus il y a du pouvoir dans cet amour. Et le troisième point, considérez que la situation comme étant un test à passer. Les choses nous arrivent, c'est pas pour rien. Hein, comme on dit, il n'y a rien qui arrive pour rien. Tout nous arrive pour notre propre bénéfice. Il faut toujours le voir comme le verre à moitié plein. Si on voit, oh non, pas encore ça, pas encore cette situation-là,
Il ne va pas encore me dire ça. Ben oui, tu n'as pas encore passé le test. Tu as encore des mauvais sentiments. Tu as encore eu une perception négative. Ça va te revenir encore. Tu n'as pas passé le test. C'est comme à l'école. Si tu passes jamais ta troisième année, tu n'as jamais passé le test, tu vas toujours recommencer ta troisième année. Il faut réussir à un moment donné à passer notre examen. Il faut réussir à garder un bon sentiment, une belle perception, travailler sur notre perception. Chacun doit régler ses comptes. C'est pourquoi vous avez des tests pratiques à passer. La vie va toujours vous amener des situations semblables. Les gens pensent que c'est en changeant de travail ou en changeant de conjoint ou en changeant de ville qu'ils vont régler la situation. Ils vont arriver dans la nouvelle place, ça va être encore pareil. Le nouvel endroit, le nouveau milieu de travail, nouveaux collègues, nouveaux voisins, ça va être encore pareil. Il y a des gens qui s'entendront jamais avec le voisin. Commencez par regarder, est-ce que vous vous entendez bien avec vos voisins? C'est pas en déménageant. C'est vraiment en ayant des bons souhaits. Beaucoup d'événements sont bénéfiques, d'autres en apparence moins bons, mais bénéfiques également. Tout ce qui arrive est bénéfique, même si ça n'a pas l'air avantageux pour nous. Je perds quelque chose ou il y a des gens, des fois, qui vont faire une crise cardiaque. Vas-tu me dire, y a-t-il quelque chose de bénéfique là-dedans? Eh oui, ça peut être bénéfique. Après qu'ils se sont remis de leur état là, de santé, on s'aperçoit que les gens accordent beaucoup plus d'importance à leur qualité de vie. Ils vont moins passer d'heures au travail. Il y en a qui se sont attirés une crise cardiaque parce qu'ils faisaient des 70 heures de travail par semaine, puis ils se reposaient jamais, puis ils s'occupaient jamais de leur famille et tout. Après qu'ils ont fait ça, ils ont reconnu l'importance de où mettre leurs priorités et ils ont complètement changé leur façon de vivre, leurs valeurs. Alors, il y a toujours quelque chose de bénéfique derrière tout ce qui nous arrive. Ça paraît pas toujours évident au premier moment, sur le champ, mais après coup, on s'aperçoit que ça a réveillé des consciences. Restez alerte pour vérifier où vont vos pensées. Soyez attentif à ne pas entrer dans les pensées perdues ou négatives. Hein? Il y a des pensées négatives, mais les pensées perdues, ça aussi, c'est pas bénéfique. Ça fait perdre du temps, ça baisse notre énergie. Ça apporte rien de constructif. Plus on ira dans le constructif, dans les pensées utiles, plus l'âme va être fière de soi, content de soi. On sent qu'on n'a pas perdu notre temps, on sent qu'on a construit quelque chose, on est fier de soi. Hein? Il y en a qui sont beaucoup dans la procrastination, mais ils sont jamais contents. Ils se disent, ah, je devrais faire ça. Une pensée perdue, fais-le. Je devrais me mettre à ranger, faire mon ménage du printemps. Donne-toi pour objectif, ben, je vais faire 10 minutes par jour. Même si t'aimes pas ça, là, pas besoin de passer la journée, là, mais sois content. Fais quelque chose pour que tu sois satisfait de toi. Au lieu d'avoir je devrais, j'aurais dû, faudrait que. Ça, c'est des pensées perdues. Toutes les reproches à soi ou toutes les questions. Il y a quelque chose qui m'est arrivé, je vais vous raconter ça. Je, je me suis trouvée bien aventureuse. J'avais plein de petites chandelles, tu sais, des fois des petits lampions qu'on fait brûler, puis qu'à un moment donné, carré, là, tu sais, puis que le milieu est brûlé. Bon, on se demandait, bon, je les accumulais, puis à un moment donné, ça restait dans le fond de tiroir. Puis à un moment donné, j'ai eu l'idée, j'ai dit, ben tiens, je pourrais fondre mon cire, puis faire des belles chandelles. Je savais pas trop comment faire, alors ce que j'ai fait, j'ai regardé un tutoriel sur Internet. Là, ils montraient, on mettait de la cire dans le chaudron, on fait chauffer, puis après ça, ils suggéraient, eux, de prendre, tu sais, des pains de lait ou des, moi j'ai du lait de soya, là,
de mettre ça là-dedans, puis après ça, une fois que la cire, elle est figée, ben, tu découpes la pinte, puis tu as ton tube de cire, de chandelle. Fait que je fais ça. Je fais fondre, puis dès que ça a été bien fondu, je verse ça dans la pinte, qui était vide. Et c'était tellement chaud que le fond a fondu. Et là, ça s'est mis à couler sur mon comptoir. Et comme ça a coulé sur le comptoir, puis ça a commencé à déborder pour tomber par terre, tout de suite, j'ai eu le réflexe de me mettre devant le lavabo. Et là, ça a coulé dans le lavabo. Mais ce que ça a fait, la cire a figé et ça a bouché le lavabo. Alors là, j'étais prise. Pour ça, je me suis aperçue que mon lavabo était bouché. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, dans quel pétrin je me suis mis. Et voyez-vous, il peut y avoir plein de pensées perdues, là, tu sais, de s'en vouloir, de se faire des reproches. Puis là, bon, comment je vais régler ça? J'ai passé la journée à régler la situation, là, mais en tout cas, ça m'a pris pour un bout de chandelle, là, tu sais. Mais c'était plus le plaisir de créer quelque chose parce que le tutoriel, il mettait des fleurs autour, bon, tout ça. Alors, c'est ça. J'aurais pu avoir plein de pensées perdues envers moi-même, de m'en vouloir, puis j'étais obligée de faire venir un plombier, puis de se débrouiller avec ça, puis ça. Puis j'ai essayé toutes sortes de... J'ai regardé plein d'autres affaires sur Internet. Comment déboucher un lavabo bouché avec la cire. Il n'y avait rien là-dessus. Personne qui posait de gaffe-là. Fait que j'ai pas embarqué dans m'en vouloir, puis me reprocher, puis tout ça. Non, j'étais tout de suite engagée dans le mode solution. Mais j'ai essayé plein de solutions. Et j'ai fini par en trouver une, puis ça a marché. Mais je peux vous dire qu'il faut être confiant en soi et puis arrêter, tu sais, on peut tomber dans toutes sortes d'états d'âme de faire des erreurs de ce point-là. Puis quand, à un moment donné, j'ai vu l'endroit où était accumulée la cire, quand je l'ai repéré, je piquais dedans avec un couteau et j'étais pas capable de le défaire. C'était tellement dur. Il était tout accumulé à la même place, ça avait fait vraiment un gros bouchon. Fait que là, j'ai eu l'idée de verser de l'eau bouillante. C'était rendu dans un tuyau de cuivre en perpendiculaire. J'ai eu l'idée de mettre de l'eau bouillante. Et là, ça s'est décollé du tuyau de fer, du tuyau de cuivre plutôt. Et avec une fourchette, j'ai réussi à soulever le moton, là, le bouchon. Et là, tout était beau, tout était réglé. Mais il a fallu que j'oriente constamment mon esprit vers la solution et non pas me décourager. Faut pas abandonner. Faut toujours croire dans le soi. Et quand on reste dans cette attitude bienveillante envers le soi, et non pas se décourager, et bon, tout ça, bien, à ce moment-là, oui, il y a toujours, puis je demandais souvent l'inspiration d'en haut, hein, je peux vous dire. Fait que ça a fonctionné. J'ai réussi à déboucher ça, puis j'ai remis ce qu'il fallait pour que ça ressorte ensemble, là. Il y avait comme un caoutchouc qui était bien serré. Fait que j'ai soulevé ça, puis là, j'ai pu tasser le tuyau, puis j'ai vu que c'était là le bouchon. Alors, j'ai tout mis ça en place et puis tout fonctionne normalement maintenant. C'est ça, c'est pas se déprécier, pas tomber dans les pensées négatives envers le soi. Parce que là, on peut s'en vouloir longtemps là, pour tout le dommage qu'on s'est causé à soi-même, là. Fait que c'est surtout des pensées négatives, néfastes envers le soi qui font en sorte. Il y a quelqu'un qui marque, tu devrais faire un tutoriel. Fait que, fait que, j'en ai regardé bien des tutoriels, mais pour boucher avec la cire, non, j'en ai pas trouvé. Fait que non, j'en ferai pas parce que ça arrive tellement pas souvent que des gens peuvent faire ça eux-mêmes là, chez eux, là. Alors voilà, je vais repartager mon écran pour continuer. Soyez attentif à ne pas entrer dans les pensées perdues ou négatives parce que si on se met à rentrer dans les pensées perdues ou négatives, eh bien, c'est bien de valeur, on perd tout notre pouvoir, on n'est plus en mode solution et on se décourage. Remplacez aussitôt par des bons souhaits et voyez le résultat de votre état d'esprit. Alors, ces bons souhaits-là, oui, j'avais des bons souhaits envers moi-même. Oui, j'avais foi que j'allais finir par trouver la solution. J'ai essayé d'appeler un ami qui était venu faire justement déjà
débouché mes conduits autrefois, mais c'était pas avec glacé. Et puis, j'ai refait ce qu'il avait fait. Puis effectivement, le bouchon était à la même place que quand il était venu il y a 5 ans. Mais un plombier n'aurait pas su aller jusque-là. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus au début du circuit du tuyau, mais c'était complètement dans le sous-sol. Alors voilà. Pourquoi utiliser le pouvoir des bons souhaits? Quand c'est des mauvaises pensées envers les autres, c'est important de remplacer cette perception-là qu'on a envers les autres par les bons souhaits. Et en Raja Yoga, on nous guide beaucoup à faire ce service-là par l'esprit, le pouvoir des bons souhaits. C'est pas des souhaits qu'on dit verbalement à la personne. C'est des souhaits qui viennent du cœur et qu'on donne par l'esprit. On appelle ça le Mansa Seva. Le service Seva, qui service, Mansa qui est l'esprit. Service par l'esprit. Premièrement, c'est vous qui en recevez le plus de bénéfices parce que tout de suite, ça change votre pensée que vous avez sur votre écran d'esprit. Parce que la perception que j'ai envers l'autre personne devient le bon souhait. Quand je pense à la personne, je me mets à lui offrir des bons souhaits. Alors à ce moment-là, je ressens tout de suite l'effet dans mon cœur. Parce que je suis en train d'émettre des pensées très bénéfiques. Ça, je maintiens ma paix de l'esprit pour moi-même. Puis en plus, j'apporte des bienfaits aux autres parce que l'autre reçoit ces bienfaits-là. Mais la première personne qui en reçoit le bénéfice, c'est moi, parce que je suis en train de créer des bons souhaits. Et ces bons souhaits-là, vous savez, quand c'est le début de l'année ou c'est la fête à quelqu'un, on lui envoie des bons souhaits. C'est toujours bien reçu, c'est toujours reçu avec beaucoup de bienveillance et de bons sentiments de l'autre personne envers nous. Alors, on a comme un double retour. Tu te fais un bon service pour le soi, tu envoies des bons souhaits à l'autre et automatiquement, l'autre reçoit ces bons souhaits-là sur l'écran de son esprit et ça maintient les bonnes pensées de l'autre envers nous. Fait que ça fait un double retour. Offrir des bons souhaits, c'est une façon d'enlever les faiblesses en soi. Parce que si j'ai de la difficulté à pardonner, plus je vais envoyer des bons souhaits, plus ma pensée sera remplacée par ces bons souhaits. Mon sentiment de rancœur, de reproche, de blâme, de critique, tous ces mauvais sentiments-là que je ressens, là, qui font naître en moi ce mal-être-là, bien, le fait de le remplacer par des bons souhaits, me mettre à faire des bons souhaits, ça enlève cette attitude-là intérieure d'avoir une mauvaise perception d'autres personnes. C'est le bon souhait qui fait en sorte que ça enlève cette faiblesse en moi. Hein? Je suis plus en train de l'insulter à mon tour ou être blessée dans mon ego. L'arrogance, c'est l'ego, ce qui est dérangé par ce que l'autre m'a fait et l'insulte que l'autre a eue envers moi lorsqu'elle m'a insulté, ça avait fait naître des mauvais sentiments en moi. Ça avait attiré un retour négatif. Alors, si j'utilise des bons souhaits, ça enlève cet effet-là qu'il y avait eu sur moi. Je suis plus dans l'arrogance, dans l'ego, d'avoir mon ego blessé, là. Vous faites l'expérience de relations harmonieuses avec tous. Parce que nécessairement, si quelqu'un m'insulte, que moi je n'insulte pas en retour, eh bien, je ne me suis pas créé un conflit avec la personne à ce moment-là. Si lors d'une divergence d'opinion, une seule des personnes en cause reste stable et respectueuse, il n'y a pas de conflit à ce moment-là. L'autre m'insulte, mais moi je n'insulte pas. Fait qu'on on n'est pas en conflit. Mais si tous les deux, on se crée des bêtises, oui, on va avoir un conflit. Et ça va être ouvert, ça va être dévoilé qu'on ne s'aime pas, qu'on a une mauvaise relation entre nous. Alors, si une des personnes ne dit rien, elle reste respectueuse et stable,
Il n'y a pas de conflit. Ça fait qu'on a des relations harmonieuses avec tout le monde. On n'est pas dérangé par l'autre. Elle aura beau être comme elle veut. Ça lui appartient. Grâce à la douceur, au bon souhait et au sentiment pur pour vos opposants, hein, tous ces gens qui s'opposent à nous, qui ne sont pas d'accord avec nous, on leur enseigne la leçon de la tolérance. La tolérance, ça ne veut pas dire subir, puis endurer, puis j'en peux plus, puis je suis plus capable. Les gens pensent que la tolérance, c'est ça, je vais tolérer, je vais le tolérer. Quand on est dans cette attitude-là, c'est pas tolérer, ça, c'est subir. On n'est pas en train de subir. La tolérance, ça veut dire que, tu sais, c'est comme un policier qui vous arrête parce que vous êtes en excès de vitesse. Si il tolère ce que vous avez fait, il ne vous donnera pas de ticket. Il va le tolérer. Mais ça, tolérer, on passe par-dessus. Fait que la vraie tolérance, c'est je me laisse pas déranger, je me laisse pas perturber par qui que ce soit. Je suis pas dérangée par l'autre. C'est ça la vraie tolérance. On peut juste aller à l'intérieur de soi. Est-ce que je me laisse perturber par les situations extérieures? Juste se demander, est-ce que ça m'arrive de me laisser perturber? Ben, bien sûr que ça m'arrive. C'est parce que c'est pour ça qu'on n'a pas le contrôle de notre vie. Alors, oui, utilisons le pouvoir de la tolérance et je ne me laisse pas perturber par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Ça, c'est la vraie tolérance. Tandis que quand on encaisse, qu'on serre les dents, ben là, on endure, on subit. C'est pas qu'on tolère. Tolérer, ça veut dire je passe par-dessus. Ça m'a même pas perturbé. Ça m'a même pas dérangé. Ça, c'est la vraie tolérance. Vous devenez vous-même une source d'inspiration pour les autres. Hein, quand quelqu'un vous insulte devant un groupe de personnes, puis que vous réagissez pas du tout, vous continuez que vous avez à faire, puis que vous continuez à parler à la personne avec beaucoup de bienveillance, puis que tout est correct, puis comme s'il avait rien fait, que l'autre personne vient vous dire, ah, tu le laisses faire, c'est un manque de respect de soi, de le laisser t'insulter comme ça. C'est un manque de respect envers toi-même. C'est à nous de lui répondre, ah, ça m'a même pas dérangé. L'autre personne va réaliser, waouh, ça c'est une âme puissante. Ça va lui montrer la leçon de rester stable. C'est là qu'on devient une source d'inspiration pour les autres. Oui, on peut choisir de rester stable. De dire que c'est un manque de respect de soi, c'est un faux respect de soi. C'est pas ça le vrai respect de soi. Le vrai respect de soi, c'est je me laisse pas déranger. Je m'identifie pas à l'insulte que l'autre m'a donnée. Il me donne des déchets. Je les veux-tu, les déchets? Non. Il me donne sa poubelle. J'en veux pas de sa poubelle. Je la prends pas. Je la reçois pas. Je m'en identifie pas. Si je le prends, c'est que je me suis identifiée à ça. Puis si je me suis laissée insulter par ça, c'est parce que j'ai pris l'insulte pour moi et je pense que je suis ça. Non, ça ne m'a même pas. Je suis même pas ça. Ça me dérange pas. Puis souvent, des fois, on peut avoir de la miséricorde pour l'autre parce que souvent, les autres vont nous accuser de ce qu'ils sont. C'est la loi de la projection. Fait qu'on pourrait avoir beaucoup de sentiments de miséricorde envers l'autre. Parce qu'en fait, souvent, ils vont projeter sur l'autre ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est comme ils sont en train de se dévoiler de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, mais qui n'en sont pas conscients. Comment on va utiliser le pouvoir des bons souhaits? Première chose, il faut commencer par prendre une prise de conscience. Dès que je prends conscience qu'un mauvais sentiment vient d'émerger dans mon esprit, il faut commencer par en prendre conscience. Être à l'écoute de notre corps. Notre mauvais sentiment se ressent dans le cœur, au niveau du corps.
Et lui, c'est mon signal d'alarme. C'est la sonnette d'alarme qui vient me dire, oh, il y a un mauvais sentiment qui vient d'arriver, là. On pense que c'est à cause de l'autre. Non, non. C'est de la façon dont moi je pense qui a déclenché ce sentiment-là. Fait que quand ça allait émerger dans mon esprit, j'ai un choix à faire. Est-ce que je veux garder ce mauvais sentiment-là dans mon cœur, laisser l'autre me faire perdre mon sentiment de bien-être, donner mon pouvoir à l'autre? C'est ça que je veux? Me laisser influencer, me laisser perturber, me laisser déranger? C'est ça que je veux? Sûrement pas. Je veux garder mon propre pouvoir. Je veux garder le contrôle de mon sentiment. Je veux garder le contrôle de ma vie. Ça m'appartient. Alors là, je reprends le contrôle. Je crée moi-même volontairement parce qu'il y a un mauvais sentiment qui a émergé. Il faut que je remplace ce mauvais sentiment-là par des nouvelles pensées qui vont déclencher un nouveau sentiment. Quelles seront ces nouvelles pensées-là? Ces nouvelles pensées, c'est je crée des bons souhaits pour cette personne qui a déclenché en moi ce mauvais sentiment. Faut vraiment, au début, rester alerte qu'il y a un mauvais sentiment qui vient d'émerger dans mon cœur. Si je suis consciente de ça, c'est que là, je suis en plein contrôle de ma vie. Parce que je vais tout corriger ce qui est enregistré dans mon subconscient. Parce que mon subconscient, lui, il fait émerger mes faiblesses. Toutes les fausses identités, toutes les fausses perceptions de soi que je me suis identifiée dans toute mon enfance, mon adolescence, ma vie d'adulte. Quand il y a un mauvais sentiment qui émerge, j'en prends conscience. Faut pas donner le pouvoir à l'autre. C'est à cause de l'autre que je perds mon pouvoir. Alors, je choisis, est-ce que je veux garder ça? Sûr que non. Je remplace cette pensée-là qui a déclenché ce sentiment-là parce que je me suis identifiée à l'insulte ou au reproche. Je manque de confiance en soi. C'est de réaliser ça. Alors, je crée volontairement les bons souhaits pour la personne qui a déclenché en moi ce bon sentiment-là. Ou bien, ça peut être des bons sentiments envers le soi. Si la personne me dit quelque chose, ça a déclenché une faible perception de soi, un manque de confiance en moi, tout de suite, je me dis une belle parole, je suis une âme puissante. Je suis une âme puissante. Je me détache de cette situation, je retrouve mon pouvoir. Je suis une âme puissante. Je m'accepte tel que je suis. Hein? Il faut trouver le médicament qui va soigner l'âme qui est blessée. C'est souvent l'ego à l'intérieur de soi qui a été blessé par une faible perception de soi. Alors, je retrouve ma confiance en soi. Je m'aime, je m'apprécie tel que je suis. Non, il faut remplacer ça. Il faut créer des bons souhaits envers le soi. Ça peut être de la miséricorde envers le soi, ça peut être de la miséricorde envers les autres, selon le type de situation. Est-ce que vous voulez reprendre le contrôle de votre vie? Oui? À ce moment-là, débarrassez-vous de vos mauvais sentiments. Maintenant. Pas dire, ah oui, je vais faire ça demain, là. Sûrement qu'il y a des personnes. Si vous vous mettez à penser à une personne que vous n'aimez pas, ben là, c'est tout de suite un mauvais sentiment que vous pourrez vous débarrasser. Faites-vous une petite méditation, là, puis faites émerger cette personne-là devant vous, là, puis là, envoyez-lui des bons souhaits. C'est le moment de faire ça. Dès que vous vous apercevez qu'il y a ce mal-être qui vient de naître, un mauvais sentiment, c'est ça qui fait qu'on n'apprécie plus la vie, qu'on sent plus le bonheur, qu'on a besoin de retrouver notre stabilité. Tout ça va faire en sorte que dès qu'on le réalise, il faut faire ce petit moment d'introspection pour en prendre conscience. Et quand on en a pris conscience,
Avec le pouvoir de notre intellect, on est en mesure de créer le bon médicament pour soigner l'âme. C'est l'âme qui est blessée, c'est l'âme qui est malheureuse, c'est l'âme qui souffre. Et comme on veut plus souffrir, on veut être bienveillant vers le soi, c'est de se donner ce temps-là pour apprécier la belle personne que l'on est. On a un commentaire de méditation qui s'appelle le soi extraordinaire. Si on manque de confiance en soi, on manque d'amour pour le soi, manque de respect de soi, manque d'estime de soi, commencez par avoir des perceptions beaucoup plus élevées envers le soi. Commencez à s'identifier à ça. Et ça va faire en sorte que cette perception va devenir beaucoup plus bienveillante. On va être heureux avec soi. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai passé à travers ce que j'avais à vous transmettre. Alors, si vous voulez ouvrir votre micro, Merci beaucoup pour cette conférence. C'est bien apprécié. Puis, c'est rentré là, dans ma tête. Puis on va essayer de mettre ça en pratique. ouais, ça vous inspire à faire des choses. C'est ça qui Oui, est important, hein? puis avec l'enregistrement aussi. Là, ben, j'ai pris des notes. Là, mais avec l'enregistrement, c'est encore. Vous pourrez le réécouter, effectivement. Oui, Merci. merci Merci. beaucoup. Bienvenue. Fait qu'on va terminer juste avec une petite méditation. Et la méditation, en fait, on appelle ça une méditation, mais en fait, c'est de la programmation du subconscient. On répète des phrases parce qu'on est à un moment où on est calme. Et quand on est dans cette attitude de calme, on est en alpha. Et le fait de répéter des choses, notre cerveau reçoit cette information-là et ça va s'enregistrer dans notre banque de mémoire. Ça rentre dans notre subconscient. Et c'est ça la méditation. Ça permet de reprogrammer tout ce qui est enregistré dans la banque de mémoire. On remplace des fausses identités, des manques de confiance en soi, tout ça. Fait que je vais vous donner un commentaire, justement, qui va donner du pouvoir à l'âme. On va s'identifier à ces choses-là. Puis, pour rester actif, pour pas que vos pensées aillent ailleurs, ce que vous faites, vous répétez la phrase dans votre esprit. Votre esprit, à ce moment-là, il est actif. Et quand il est actif, il s'en va pas ailleurs. Il est occupé. Fait que c'est pour ça, si vous faites juste écouter, hop, notre esprit, lui, il dérape. Parce qu'il faut qu'il soit actif, lui. Il est toujours en train de créer des pensées. Fait que vous les répétez, ça devient vos propres pensées, parce qu'on parle toujours les commentaires de méditation en termes de je. Et là, ça devient vos propres pensées. Et puis, vous reprogrammez votre subconscient. Et après ça, vous vous apercevez de votre transformation. Vous gagnez beaucoup plus de stabilité, de confiance en soi, d'amour de soi. Alors, on va juste aller à l'intérieur. Pour commencer, je prends une profonde respiration. Et je choisis de bien détendre mon corps. Je relâche de toute tension que je repère au niveau de mon corps, que ce soit au niveau des jambes, au niveau du dos, des épaules. Je me détends complètement. Je respire profondément. Je réalise que je suis le maître de mes pensées. Je suis le créateur de mes pensées. Et tous les sentiments, les émotions que je ressens à l'intérieur de moi sont le résultat, la conséquence de la qualité de mes pensées. Si mes pensées sont bienveillantes, positives, agréables et aimantes envers le soi ou envers les autres, j'en ressens automatiquement
le sentiment, le résultat. Et puisque je veux reprendre le contrôle de ma vie, l'étape à suivre est de reprendre le contrôle de mes pensées. Je suis le maître. Je reprends tout mon pouvoir. Et ce pouvoir est sous mon plein contrôle. Je cesse d'attribuer aux autres le pouvoir de m'influencer, de me perturber. Je reste stable en me détachant de toute situation extérieure. Ainsi, je me protège. Je n'ai qu'à créer la pensée puissante et élevée. Je me détache de cette situation. Cette situation éveille en moi une perturbation, une irritation, un sentiment désagréable. Alors, tout de suite, je choisis de me protéger, de ne pas me laisser influencer. Et pour cela, je dois créer la pensée. Je me détache de cette situation. Je me détache de cette situation. Et je répète cette phrase tant que je n'ai pas retrouvé ma stabilité émotive. Et dès que moi, je suis revenue à un point d'équilibre, de stabilité, pour ne pas nourrir de mauvais sentiments envers l'autre personne, je lui envoie des bons souhaits. Je le crée sur l'écran de mon esprit. Je t'envoie des bons souhaits de paix, de stabilité, que tu retrouves toi aussi ta paix intérieure, ou le respect de soi et des autres. Je te souhaite de retrouver une stabilité intérieure. Je t'envoie mes bons souhaits de paix, d'amour, de bienveillance, de la miséricorde. Je suis une âme puissante. J'ai le plein contrôle de ma vie. Et je perçois les situations comme des expériences de vie qui me font progresser. Tout ce qui arrive est pour mon propre bénéfice. Ce sont des tests à passer. Et je choisis de passer à une étape supérieure. Je deviens de plus en plus stable, puissant. Je suis une âme emplie de bonnes intentions, de bienveillance, d'amour. Je me détache de toute situation. Om Shanti. Alors, je vous souhaite vraiment une belle fin de soirée et au plaisir de vous revoir. Portez-vous bien. Om Shanti. Om Shanti. Merci. Merci. Bienvenue.